Bon matin! Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'1 heure sur un ours. Puis j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin! Bon matin! Yo, yo, yo! Bonjour tout le monde, bienvenue aux lignes ouvertes de Café Snake. Donc, comme à l'habitude, pendant la saison estivale, on vous abreuve de vos takes. C'est ça, on vous donne le micro. Vous avez parfois des choses à nous dire, d'autres fois c'est des questions, donc ça part. Puis profitez de cette période estivale pour remercier chacun et chacune d'entre vous qui avez écouté Café Snake à travers l'année. Et on va revenir en force éventuellement, donc passez un bel été. Bon été! Les lignes ouvertes! J'ai une question à poser au gouvernement. Est-ce qu'il m'écoute? C'est ça. Les lignes ouvertes! De Café Snake. Yeah! Bonjour, monsieur. Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais parler de Nick Suzuki. Et cette année, c'est les Laurentides. Oui. Y a tout pour vous plaire, cet endroit? Oui. C'est bien pour le camping. Cole Caulfield, il a pas marqué 40 buts? La société en général. Bon, ça me plaît pas. Je trouve qu'on subit déjà beaucoup l'influence américaine. Ça me plaît pas. J'appelle parce que... Salut! Bon été! C'est pas une take, mais je me disais que ça serait estival comme sujet. Je suis très curieuse de savoir qui vous étiez au secondaire, puis qu'est-ce qui vous a donné confiance en vous dans la vie. Merci! Merci Sophie. Merci Sophie. Ben, qui j'étais au secondaire? Immense question. Je pense que, comme tout le monde, tu passes à travers plusieurs versions de toi dans ces 5 années-là. Moi, je suis allé au secondaire de 2010 à 2015. 14-15, je sais pas trop, dans ce coin-là. Fait que la première moitié des années 2010, dans le fond. J'étais un joueur de football. J'ai commencé à jouer au football en 6e année, 5e année, mais vu que je partais au Maroc l'été entre ma 5e année et ma 6e année, j'ai pas pu faire la saison de football. Fait que j'avais fait le camp de printemps, je m'étais entraîné, mais j'avais jamais joué une vraie saison de football. Fait que ma première vraie saison, ça a été en secondaire 1. Fait que je pense que quand même ça donne une bonne image de comment, peut-être pas le stéréotype du joueur de foot, parce qu'il y avait tout ce côté nerdy que j'avais déjà à cet âge-là, fan de comic book, fan de Harry Potter, fan de pas grand-chose qui a du cachet, là. C'était pas cool, mes infos. Fan des cubes Rubik. Ouais, ça c'est arrivé plus tard. C'est ça qui est encore plus lame. C'est si j'avais au moins été fan des cubes Rubik à 13 ans, ça aurait été net. Moi, j'étais fan des cubes Rubik à 16 ans. Ben, Mounir, il a été poète aussi. Il y a même une performance filmée qui a été publiée sur YouTube. Ouais, c'est en secondaire 5. Fait que ça, c'est à la fin. C'est quand je suis devenu, genre... Conscientisé. hipster. Non, j'ai toujours été conscientisé. Ça, c'est... Ok. On va mettre un extrait de son poème. De mon slam. Nous, les jeunes, on passe notre vie à surfer sur la vague éternelle de l'irréel, que même nos amis sont rendus virtuels. Mais cette montée des réseaux sociaux, c'est juste le début de la fin. Je pense toujours où est-ce que Denis Coderre va faire voter une loi sur Twitter. Donc ça, c'était un slam qu'il fallait rédiger en secondaire 5. Les meilleurs slams de chaque classe pouvaient participer au concours de slam. Donc ça, j'ai lu ça devant toute ma cohorte. C'était quand même, à cet âge-là, en secondaire 5, l'événement le plus stressant de ma vie. Mais ça m'a préparé à de grandes choses, je sais pas trop. Fait que c'est ça, j'étais comme un joueur de foot, mais genre pas cliché, jock, un peu nerd, qui parlait beaucoup en classe. J'étais allé au secondaire 1, au collège Le Tendre. J'ai failli, à plusieurs reprises, me faire renvoyer de cette école parce que je discutais trop en classe. Qu'est-ce qu'il disait donc? Le babillage. Il babillait. Ouais, parce qu'il y avait des copies dans le temps, je sais pas s'ils font encore ça, mais j'ai déjà dû écrire je cesserai de déranger la classe par mes babillages inutiles. Je sais de même, genre 250 fois, là, tu sais, une affaire de même. Parce que ça s'accumulait, au début c'était 50, après 75, puis à un moment donné, Monsieur Bellil, secondaire 1, a snap en français, justement, puis il m'a donné 250 fois. J'étais représentant de classe en secondaire 1, unopposed, j'ai gagné 100 compétitions, puis je me suis fait démettre de mes fonctions en février, parce que j'étais trop
dérangeant en classe. Ah ouais? Ouais. Et là, en secondaire 2, au début de l'année, ça se poursuivait. J'accumulais les manquements de bavardage. Et là, on m'a dit, Mounir, j'ai eu un plan d'intervention. Mes 2 parents dans une salle de conférence avec la direction de niveau, la direction de cycle. Moi, déjà, mes parents sont divorcés, fait que les voir dans la même pièce à cet âge-là, c'était comme un choc. Pour vrai, il y avait comme une espèce de lourdeur. C'était comme organisé un peu à mon insu, genre plan d'intervention. Et là, c'était comme, Mounir, si tu changes pas de comportement d'ici le mois de février, ben on va t'expulser de l'école. Il s'en est suivi une soirée de pleurs. J'ai pleuré toute la soirée parce que j'aimais tellement mon école secondaire, mon équipe de football, tous mes amis. Et là, j'ai juste décidé de fermer ma gueule en secondaire 2. Et plus tard, en secondaire 3, j'ai réalisé que si je voulais parler en classe, ben le truc, c'était de parler avec le prof. Fait que là, c'est ça que j'ai commencé à faire, poser des questions, puis mobiliser du temps. Fait que j'étais comme reconnu par les gens dans ma classe pour nous faire perdre du temps. Juste par 16 ans, le vibe du professeur, puis savoir de quoi il a envie de jaser, puis lui poser des questions. Souvent, je me rappelle en éthique, en secondaire 4, au début, on parlait d'actualité au début de chaque cours, et là, je levais ma main. Et là, c'était comme Mounir, il a oublié de vérifier le devoir au début du cours, parle pendant 30 minutes avec. Je pense que j'ai quand même bien vieilli à travers mon secondaire, ça a commencé rough, puis là, genre, secondaire 4-5, je suis devenu genre hipster, c'était les hipsters qui commençaient. Tu portais une moustache? Non, mais c'était juste plus comme, j'écoutais des bands, justement, comme Alt J, puis genre The Shins, je sais pas quoi. J'écoutais des Beatles, puis de Pink Floyd, Bob Dylan, les colocs. C'était vraiment hipster. Non, mais genre, dans ma tête, c'était ça, être hipster. Mais je pense qu'il y a comme une période dans nos vies où t'écoutes la musique que tes parents écoutaient quand... Mais moi, j'ai pas eu ce genre de transmission de mes parents. Ça a pas fait partie vraiment de comme, oh my god, Mounir, écoute ça. Dans son arcade, j'ai eu une phase vraiment nationaliste. C'est là le cœur de où est-ce que je retrace la volonté que le Québec soit un pays. Son arcade, le bout sur les référendums, j'ai écouté Dédé à travers les brumes, je capotais sur les colocs, je connaissais Dehors de vent par cœur, je connaissais Belzébuth des colocs par terre, c'était ma chanson préférée. Je suis un homme tranquille, je n'ai pas peur. Whatever. En secondaire 5, j'étais impliqué dans le programme de technique de scène à mon école secondaire parce qu'ils venaient de construire une salle de spectacle. Puis moi, depuis secondaire 3, mes amis faisaient de l'impro, mais moi, j'étais tout le temps leur technicien. C'était eux qui animaient secondaire en spectacle. Fait que moi, j'étais à la console de son, à la console d'éclairage. J'ai tout le temps aimé ça, faire la technique de scène. J'adorais faire des spectacles. Toutes les répétitions, tout le vibe de comme être dans l'école, mais pas pour aller à l'école, mais pour faire un spectacle. Mais j'étais jamais sur scène. Et là, en secondaire 5, ils ont construit une salle de spectacle et il y avait pas assez de gens pour s'inscrire au programme de technique de scène. Donc là, on m'a dit, Mounir, si tu veux que ça se passe, il faut qu'il y ait au moins 5 personnes d'inscrits. Fait que là, j'ai fait le tour des cafétérias pendant 2 dîners pour trouver des gens qui ont voulu s'inscrire et j'ai fini par trouver du monde, dont du monde qui font de la technique de scène en ce moment dans la vie. Je trouve ça quand même intéressant. On a monté des pièces de théâtre, mais j'étais pas comédien. Moi, je faisais l'éclairage, puis toutes des comédies musicales qui venaient. J'ai fait des cues de son, puis d'éclairage pour Cats, puis une adaptation de Peter Pan pour les gens qui seraient intéressés. Pour les gens qui seraient intéressés. Oui, moi, très intéressée. Moi, j'ai quand même eu un rapport positif à mon école. Là. J'aimais full l'école là, au secondaire. Puis j'avais quand même la facilité. Là. Je travaillais pas tant fort. Aussi, il faut savoir que je me suis présenté 2 fois pour être représentant de niveau. En secondaire 4 et 5, il y avait ces rôles-là. Et donc, en secondaire 5, le titre, c'était président de l'école. Et maintenant, ils appellent ça premier ministre. Ils ont recalqué ça sur notre système. Et les 2 fois, j'ai perdu. C'est ça mon track record électoral. C'est tout le temps des mimes qui m'ont battu. Donc, en secondaire 4, c'était la fille de théâtre qui avait aucun vraiment intérêt à se présenter jusqu'à temps que je dise que je me présentais, puis elle est allée porter sa candidature, puis tout le monde la trouvait funny, puis intéressante, puis moi j'étais comme non mais faudrait qu'on ait plus de micro-ondes, faudrait qu'on ait plus de contrôle sur les budgets de la vie étudiante, blablabla, mais ça a pas intéressé le monde, mais elle était full charismatique. Et en secondaire 5, c'était un peu la même affaire, un autre gars d'impro un peu funny, qui avait aucune proposition, mais qui a gagné. Fait que ça m'a fait comprendre très jeune que la politique, c'est pas une affaire de politique publique, et c'est une affaire de vibes et de charisme. Intéressant. Ben moi, j'étais au secondaire un petit peu avant de venir, donc je pense que c'était 2002. Ça se peut-tu? 2007? J'étais allée à Polyvalente La Magdeleine, à La Prairie, sur le bord du boulevard Tachereau, mais j'étais parmi la cohorte des étudiants internationaux. C'est la première cohorte ever à cette époque-là, fait qu'on se faisait constamment dire qu'on était donc bien spécial. Puis là, je vois que c'est quand même un meme populaire. Le PEI, ça? Ouais, le PEI. Sur meme fruité, là, il rit tout le temps
genre des PAI, mais c'est vrai tout ce qu'il dit. Puis à un moment donné, ça allait pas très bien parce que dans le fond, moi, j'habitais en campagne avec ma mère, donc proche des lignes américaines. Puis je suis déménagée à Montréal, puis là, c'est là que je me suis comme plus épanouie, mais je continuais d'aller à l'école sur la Rive-Sud. Puis là, j'ai eu un tournant. Tu sais, Mounir, tu dis hipster, mais moi, j'étais comme punk alternatif, je sais pas trop quoi, là. J'avais un chapeau melon. À ma première job, j'étais caissière au Parc Safari, puis quand j'ai eu de l'argent, je me suis acheté une guitare puis des bottes d'armée. Fait que, tu sais, je mettais des bottes d'armée à l'école. J'animais une émission de radio avec mes amis qui s'appelait Le Furet du Bois-Joli. J'étais quand même assez impliquée, là. J'étais membre d'Amnesty International. Je suis devenue porte-parole d'Amnesty International Jeunesse. Je faisais signer des pétitions à l'heure du midi. J'écrivais à l'époque de la poésie, toutes sortes d'affaires. J'étais une grande fervente de CISM, moi, au secondaire. Fait que les émissions que j'écoutais, je sais pas s'il y en a là, qui écoutaient ça, mais Les Rongeurs du Risque, ou même l'émission de MC Gilles, comment ça s'appelait? Va chercher le fusil. Il écoutait des vieux vinyles, genre du Québec. Moi, j'écoutais ça aussi religieusement. Puis j'étais un peu engagée là, de style, je faisais des manifs. J'avais écrit un article qui avait été publié dans Le Devoir en secondaire 5 qui était sur la surconsommation. Peut-être que si je le retrouve, je peux le mettre dans les notes, mais j'étais ce genre de personne. Même que j'avais rencontré ou fait un atelier avec les Clowns sans frontières. Fait que j'avais genre un nez de clown, puis à un moment donné, j'avais gagné un prix, genre personnalité de l'année. J'étais allée chercher mon prix sur le stage avec mon nez de Clowns sans frontières parce que je me trouvais vraiment cool. Puis là, je m'étais fait ramasser par le PEI, comme quoi j'avais jeté la honte sur le PEI. J'ai pas tant de choses à dire comme Mounir, là. C'était quand même un beau moment dans ma vie. J'ai des amis qu'à ce jour, j'ai gardé. J'ai l'impression que je suis encore la personne que j'étais au secondaire, tu sais. Mais c'est sûr que j'ai évolué, là. En fait, la vibe de mon secondaire, là, j'ai vu un film québécois qui l'encapsule vraiment, vraiment bien. Puis c'est le film que je recommande à tous et à toutes, À l'ouest de Pluton. Donc, il y a un film réalisé par Myriam Véro, Henri Bernadet. Puis c'est vraiment ça, là. C'est sorti en 2008. Fait que moi, je venais de finir mon secondaire. Fait que ça a probablement été tourné pendant que j'étais encore au secondaire. Puis ça suit la vie, le quotidien de jeunes banlieusards québécois de 15 à 16 ans. Puis je pense que c'est un peu comme un genre de casting. Tu sais, c'est pas tous des acteurs. C'est pas des acteurs, en fait. C'est drôle parce que tu dis ça cette semaine. Elle était hier à Il restera toujours la culture, puis elle parlait justement de cette idée-là de casting sauvage, parce que c'est elle qui va adapter la version qui intéresse personne d'Emmanuel Pierrot. En tout cas, ce film-là, c'est tellement l'essence de mon secondaire, la vibe de ces années-là. C'est magnifique, comme à quel point, tu sais, tu parles souvent de faire du contenu qui représente un peu un point temporel dans l'histoire du Québec. Ça, je trouve que ça réussit merveilleusement bien à le faire. Salut, c'est Sophie. J'ai une take concernant où va l'argent. Il y a tellement de sollicitations pour du travail sur Internet qui est délocalisé. De toutes sortes, là. Daphné en a fait mention récemment parce qu'on sollicite beaucoup les mamans à la maison, mais pas que. On se fait bombarder de publicités, d'offres. Il y a mille et une façons de faire de l'argent de façon délocalisée, que ce soit en investissant en crypto, le MLM, la revente de produits cheap, et j'en passe. Là. Vraiment, on pourrait passer la journée à en parler. Je n'ai pas nommé OnlyFans, mais clairement, c'est une source de revenus qui est, disons, accessible, facile, et même à tous âges, OK? À partir de là, sachant que c'est assez difficile de se trouver un emploi ces temps-ci, pour les jeunes entre autres, mais pas que, et qu'en plus il y a la menace de l'intelligence artificielle qui pourrait prendre des emplois. Bon, ceci étant établi, mais je me dis, les gouvernements actuels, premièrement, ont l'air complètement dépassés par rapport à ce qui se passe sur Internet. C'est peut-être pas leur faute, ils l'ont subi, puis ils sont... c'est ça, c'est pas leur génération, peut-être qu'ils ont moins d'acuité, ils ont les antennes moins affûtées pour ça. Mais qu'en est-il des impôts puis de l'argent? Est-ce que réellement tout est déclaré? Ben, je pense pas. Et à quel point les avoirs transitent plus localement, en fait, puis que finalement, dans les coffres de l'État, qu'est-ce qui en reste? Puis je pose la question parce que j'ai un petit revenu de travailleur autonome, puis j'ai fait mon rapport d'impôt moi-même cette année, puis j'ai rempli un formulaire de travail autonome qui maintenant comprend une section pour ceux qui ont des revenus qui viennent d'Internet, puis il demande, par exemple, combien de sites web et quel site web vous procure de l'argent, puis combien. Donc c'est vraiment à la discrétion de tout un chacun de déclarer ou pas, mais est-ce que c'est traqué? Comment? Puis j'avoue que je suis pas dans le secret des dieux du tout, là, je pose la question, je vous pose la question. Avez-vous de l'info là-dessus? Avez-vous déjà réfléchi à ça? C'est un phénomène, je trouve, qui touche un peu Café Snack parce que c'est moderne, quoi.
Ben merci. Donc, pour répondre à ta question, où va l'argent? Ben, déjà, d'un point de vue fiscal, les différents agences de perception de revenus, là, que ce soit Revenu Québec, Revenu Canada, ça fait une couple d'années qu'ils ont émis des directives comme quoi ils sont plus stricts sur les revenus digitaux. Il y avait même une communication qui avait été faite, qui avait été relayée dans les différents journaux sur, par exemple, les cadeaux que les influenceurs reçoivent font partie de leurs revenus, que ça allait être vérifié plus strictement. Il y a eu quand même des espèces de coups d'éclat qui ont été faits quand un YouTuber québécois, I Kill You, Nabil, avait été évalué et il y avait une réclamation qui avait été faite de Revenu Canada de plusieurs centaines de milliers de dollars parce que lui aurait supposément pas déclaré ses revenus du web. Certaines créatrices OnlyFans québécoises aussi, il me semble, qui Ouais, étaient c'est comme ça. hey, je dois des milliers de dollars à l'impôt. Puis c'est même avec tous les corps de métier, mais en fait avec tout le monde. C'est sûr que là, avec le web, vu qu'il y a de la visibilité en jeu, peut-être que ça donne plus de chances de se faire enquêter, mais en réalité, quand t'envoies tes déclarations de revenus à ces agences-là, il y a tellement de gens qui le font en même temps. C'est sûr qu'il y a des survols, mais c'est pas toutes des espèces d'enquêtes détaillées. Non. Fait que c'est ça. Mais il y a des gens qui pigent presque au hasard, je pense, pour enquêter. J'ai une amie, c'est tombé sur elle. Tu sais, on est moi, je suis travailleuse autonome depuis longtemps. Puis là, tu sais, c'est une artiste aussi, une BDiste. Puis là, à un moment donné, boum, c'est tombé sur elle. Puis ils vont vérifier non seulement ton dossier de l'année qui vient de passer, mais des 7 dernières années aussi, là. Il y a ça pour les revenus digitaux. Après, ce que tu évoques au début du message, ben oui, l'argent voyage partout à travers le monde. Ça, c'est qu'est-ce qu'on parle de fiat currencies, mais quand on parle de crypto, c'est encore plus répandu puis mondialisé. Fait que oui, il y a beaucoup d'argent qui bouge. C'est sûr qu'il y a clairement des gens qui peuvent ne pas déclarer l'argent qu'ils font. Tu sais, je pense par exemple à Patreon, là, qui est comme la structure qu'on utilise en ce moment. Puis il me semble que c'est depuis l'année passée que Patreon te demande clairement, ils communiquent soi-disant avec c'est plus que l'année passée. le là, c'est une couple gouvernement, d'années. ils ont ton NIS. Nous, on s'est arrangé aussi même avec un avocat pour être sûr, tu sais, que finalement, on n'était pas... non seulement, oui, on paye des impôts là-dessus, mais que c'était de la bonne façon qu'on le faisait, là. Mais j'avoue que c'est quand même nébuleux, puis tu sais, t'es un peu dans une forme d'ambiguïté. Personnellement, ça me stressait. Puis c'est pas tous les comptables qui connaissent comment ça fonctionne, le Patreon, là. Puis surtout aussi que Patreon perçoit les taxes sur chaque abonnement. Fait qu'il y a quand même une espèce de preuve de revenus qui est communiquée avec les agences de perception de revenus. Je pense que ça dépend des plateformes, mais tu sais, mettons YouTube, depuis que t'es dans le Partner Program sur YouTube, ils te demandent ton numéro d'assurance sociale. Fait que je pense que ça dépend de comment tu fais ton argent. J'imagine que plus ça va, plus ça se professionnalise, plus ça va être réglementé. Mais clairement, il y a des gens qui payent pas tu sais, leur impôt. Puis je pense que tu sais, ça peut, dans le travail freelance, là, tu sais, je reçois des T4, mais il y a beaucoup de ces revenus-là que je déclare que je pourrais techniquement ne pas déclarer parce que j'ai pas reçu de T4, là. Je pense que oui, les gouvernements sont pris de court, les agences sont pris de court, mais ils s'adaptent quand même rapidement. Puis aussi, tu sais, on voit des espèces de pression populaire de gens qui font des reports, que ce soit non seulement à Revenu Québec, Revenu Canada, mais mettons à la protection du consommateur. Quand des influenceurs mettent pas de hashtag pub ou whatever, il y a quand même des gens qui sont prêts à monitorer les pratiques d'influenceurs ou, mettons, de streamers. Lewis Lefou, un streamer québécois qui se fait reprocher par François Lambert de pas nécessairement bien faire ses impôts, puis qu'il allait se faire ramasser, puis que Medusa, c'était de l'argent croche. Fait que c'est quand même... il y a ce flou-là qui fait en sorte que ça devient une espèce de doute constant sur si ces figures publiques-là payent leur juste part. Mais je pense que à un certain moment, quand t'es surexposé comme ça, il y a forcément quelqu'un qui est allé vérifier si tu fais tout dans l'ordre. Et au bout de la ligne, ceux qui font le plus d'évasion fiscale, ça reste les ultra-riches, malheureusement. Justement, ça dépend quelle structure financière tu utilises, mais tu sais, nous, on est travailleurs autonomes, on n'a pas de compagnie. Il y a tout ce rapport-là, genre l'impôt corporatif, tout ça, c'est comme un autre champ complètement, puis une autre pratique, fait que... Personnellement, chaque année, cauchemar pour moi. Les impôts, ça? Ouais, littéralement Everest. Allô Daphné, allô Mounir. L'année passée, j'ai beaucoup écouté l'album de Bad Bunny, puis ça m'a fait réfléchir sur Porto Rico, sur l'avènement du reggaeton, sur le fait de mélanger des plus vieux styles musicaux, plus traditionnels, avec des sonorités plus récentes, puis comment on pourrait transposer ça au Québec. Même si Porto Rico puis Québec, c'est vraiment différent, je trouve que c'est quand même un point de départ intéressant pour ces questions-là, parce que, à ma connaissance, c'est les deux seuls territoires des Amériques qui ont
été colonisés par une puissance européenne, puis ensuite qui ont été colonisés par une autre puissance anglophone, puis qui aujourd'hui parlent encore majoritairement la langue de la première puissance européenne qui les a colonisés. Puis dans les deux cas, on est très proche des États-Unis, mais de manière différente. Puis pour revenir au reggaeton, c'est un genre musical qui est né à la fin des années 80 au Panama puis à Porto Rico, qui s'est développé à Porto Rico dans les années 90, puis qui a commencé à se diffuser à l'international à partir des années 2000. Aujourd'hui, au Québec, pensez-vous que les conditions sont réunies pour qu'un genre musical rythmiquement puis musicalement hyper reconnaissable apparaisse? Puis sinon, qu'est-ce que vous pensez qui manque au point de vue structurel ou médiatique pour que ça arrive, puis pour que ça puisse même se diffuser à l'international comme ça a été le cas pour le reggaeton. Puis j'ai une take par rapport à ce que je disais plus tôt sur le fait de mélanger des vieilles sonorités avec du neuf. La musique trad québécoise, elle a comme particularité que la ligne de percussion est quasi systématiquement jouée par quelqu'un qui est assis puis qui tape la ligne de percussion avec ses deux pieds. On appelle ça la podorythmie. La rythmique, c'est quasiment tout le temps tac, 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 tac-tac, tac-tac, tac-tac. Puis je pense qu'on pourrait prendre la podorythmie, voire même ce rythme-là traditionnel, puis ça ferait une base rythmique qui est facile à copier, parce que je pense que pour que quelque chose soit copié à grande échelle ou soit viral, que c'est important que ça soit facilement copiable. On pourrait garder cet élément-là de tapage de pied, puis après ça, l'enrober avec des 808 pour la basse, puis des synthétiseurs pour la mélodie, tu sais, des sonorités électroniques. Je suis pas musicien, mais s'il y a des musiciens qui écoutent Café Snack, je lance l'idée de même. Et ça, je voulais dire, bon, j'espère que c'était pas trop hors sujet, mon affaire, là. C'est pas un podcast musical, mais c'est ça. Bon été, tout le monde! Merci, Émile, pour ton take. Bon été! Moi, je suis ignorante comme de la musique puis tout ça. Là. J'ai fait des recherches genre... Mais je trouve dans ton analyse du reggaeton, puis là, j'ai pas fait vraiment de recherche sur l'avènement poussé de ça, mais je pense que c'est comme aussi un merge avec tout le rap qui s'est développé à New York, puis justement les échanges qu'il y a entre la grosse diaspora portoricaine qu'il y a à New York ou qui avait aussi beaucoup à New York dans les années 80-90, puis cet échange-là, parce que, tu sais, du Bad Bunny dans certains de ses albums, c'est du rap, basically, le reggaeton, puis là, c'est sûr que dans le nouvel album, il y a des sonorités différentes qui sont un peu plus nostalgiques, mais je pense que ça prend beaucoup aussi tout ce qui s'est développé par les Afro-Américains puis les Afro-Latinos, tu sais. Je pense qu'il y a ça aussi, cette évolution-là. Mais c'est ça touche les États-Unis, New York, le Panama, puis tu sais, il faut considérer ça aussi dans une espèce de diaspora. La latinidad, elle est immense, elle est très, très, très vaste, là. Puis la langue espagnole, je pense que c'est la 3e langue la plus parlée dans le monde. Fait que ça fait en sorte que le reggaeton, c'est vivant, il y a tellement d'influence, mais ça circule bien, là, tu sais, ça augmente son pouvoir de diffusion. Je pense aussi que c'est lié à des termes, tu sais, par exemple, migratoires, qui résonnent à travers plusieurs pays, puis de façon internationale. Fait que ça transcende vraiment plus facilement les barrières sociales, nationales. Ça fait en sorte que ça devient mondial plutôt que local. Je vois pas ça, mettons, d'un point de vue québécois. À moins que, encore une fois, ça va être ça mon tout temps, à moins que le Québec devienne un pays. Ben, c'est ça, comme tu dis, ça a commencé dans les années 90, le reggaeton. Fait que pour moi, c'est quand même plus actuel que la podorythmie. Tu sais, même la podorythmie, j'ai dû faire des recherches là-dessus. Là. L'expression, ça date des années 70, mais avant, on appelait ça des tapeux de pied au Québec. Je vais mettre un extrait. On sait même pas c'est quoi vraiment les origines de tout ça. Je pense que c'est dans le temps de la musique traditionnelle, il y a toutes sortes d'explications. Il y en a qui disent que il y avait un violonneux qui faisait de la musique, puis pour que tout le monde l'entende, on le mettait au centre de la pièce. Il était assis sur une chaise, placé sur une table pour que le son du violon se propage mieux à travers la salle. Dans ce temps-là, il y avait évidemment pas de système de son. Ce violonneux-là a commencé à marquer le rythme de la musique avec ses pieds. Sinon, il y en a d'autres qui disent que, ah non, dans le fond, c'est qu'on avait pas le droit de danser à cause du clergé. Fait qu'au lieu de giguer, on s'est mis à taper du pied. Il y en a d'autres qui disaient, c'est dans les campements de bûcherons, il y avait beaucoup de danseurs de talent qui étaient là, puis là, ils ont développé le tapement de pied. Je sais pas. Pour moi, la musique trad québécoise, c'est pas une musique qui a une résonance dans le présent. C'est une musique dans ma tête qui renvoie vraiment à un passé presque fantasmatique. Puis je dis ça, là, je suis pas une hater. Mais c'est parce que aussi, l'album de Bad Bunny, c'est littéralement
vraiment ça. Là. De la podorythmie. Non, j'aurais dû prendre plus de photos. C'est une nostalgie Mais pour un néocolonialisme, un embourgeoisement de son île. il a vécu ce moment-là. La podorythmie, les veillées traditionnelles québécoises, j'ai pas de grasp là-dessus, tu sais. Tandis que, comme tu dis, le reggaeton, c'est une musique de résistance aussi, c'est une musique décoloniale, puis c'est lié à un contexte qui est très relevant encore aujourd'hui. Tu sais, il y a une résonance, il y a une puissance dans même le discours politique que ça peut transporter là, comme musique. La podorythmie, ça vient pas me chercher, là, genre de... Hey, franchement... Fait que ouais, je sais pas. Puis dans ma tête, c'est ça, la latinidad ou la latinité, je sais pas comment dire ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement vaste, la diaspora. Tandis que le Québec, je perçois plus comme... Puis là, je sais que Mounir va peut-être être frustré quand je vais dire ça, mais un endroit dans le monde, au sein du Canada, qui est plutôt replié sur lui-même. Pour toutes sortes de raisons, notamment avec la question identitaire. On le voit juste dans les nouvelles en ce moment, tu sais, oui, il y a une montée de la droite. Dans cette conception-là aussi du Québec traditionnel, ce discours-là de revenir, mettons, aux veillées d'antan, c'est pas pertinent, puis ça décrit pas le Québec d'aujourd'hui. C'est ancré dans un passé qui est fini. Si, mettons, on parle d'un son qui serait québécois en ce moment, mais peut-être angine de poitrine, c'est peut-être ce phénomène viral, inusité. Je suis tombée sur un TikTok, littéralement, il y a 2 jours, de Def Leppard, qui était comme hey, « moi, je trippe sur angine de poitrine, j'aimerais peut-être ça jouer avec eux. » Juste dire de quoi sur l'enfant que je te dis, le passé qui est fini, OK? C'est pas comme ça que ça se passe, tu sais. Ben, c'est pas qu'il il est passé, mais je veux dire, on est dans une continuité. Il y a pas de déconnexion, là. En fait, moi, je crois pas en ça. Qu'il y aurait une déconnexion entre le présent et le passé, même si... Je comprends, Mounir, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve pas que... Je trouve pas que le Québec est replié sur lui. Il y a des gens au Québec qui sont repliés, mais comment tu peux dire... Je trouve pas que le tapage de pied a une résonance dans le contexte socioculturel d'aujourd'hui. Ouais, mais ça dépend. Il a dit, tu mets des 808, tu mets des synthétiseurs. Tu sais, après, c'est sûr que... Moi, je pense que la question, c'est quel nouveau genre musical émerge aujourd'hui? Puis là, on revient à Mark Fisher. Ou qu'est-ce qui est particulièrement québécois? Tu pourrais aller du côté de la langue, tu pourrais aller, par exemple, du côté d'une langue comme le franglais, qui est très québécoise, comme les expressions qu'on a ici, tu les trouveras pas en France. C'est ça. Si Genelou était pas mort, peut-être qu'on l'aurait. Ben, c'est pour ça que je te dis, la podorythmie, pour moi, ça sonne passé, parce que ça englobe pas la réalité de qu'est-ce que le Québec aujourd'hui. On retombe dans un passé fantasmé. Ça veut pas dire qu'il y a pas quelque chose, il y a pas un épice, il y a pas quelque chose qui est québécois en ce moment, là, tu sais. Mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que, mettons, le dictionnaire du chiller, je trouvais ça dommage qu'il s'appelle le dictionnaire du chiller au lieu du dictionnaire québécois. Peut-être que là, il y a une réponse à quelque chose qu'on pourrait offrir moindrement à la francophonie pour débuter. Tout notre rapport avec la langue, mais pas juste l'anglais, le créole, l'arabe, toute cette langue qui se crée, qui est quand même, si t'arrivais à bien la packager, pas juste dans une chanson, mais mettons dans une série ou dans un film, si t'arrivais à refaire la haine, mais à Montréal-Nord, là, je dis refaire la haine, ça paraît simpliste, mais genre l'impact que je parle pour refaire le film pour vrai, mais comme... Mais dans la potorythmie, après, moi, je le verrais, mettons qu'un rapper faisait ça, un beat avec ça, tu sais, ça se verrait juste comme un espèce de sample. Ah, mais on en a un exemple. C'est comme une parodie d'une chanson québécoise d'antan, mais ça parle d'un portefeuille tout rouillé au lieu de parler d'un petit porte-clés tout rouillé. On va en mettre un extrait. Fait qu'en haut, fait qu'en bas, face à ci, face à pète, pète sa face et fait sa fête, et ziggy zaza, et t'es crampé, ha ha. Son petit portefeuille, moi il volé, son petit portefeuille, moi il volé, qui m'a. Son petit portefeuille, moi il volé, son petit portefeuille, moi il volé, qui m'a. Là, on entend vraiment le fameux tapage de pied, là. Puis ça joue aussi sur les stéréotypes racistes, mettons, du Québécois blanc, qui voit un gars noir, là, puis qui est comme, hey, je vais me faire voler. Je dirais juste du blanc, Québécois blanc. Daphné, c'est mode Québec, ben, anyway. Cette question, ou en tout cas ce commentaire-là, me fait repenser à la publication de Mathieu Arsenault là, que j'avais disséqué un peu dans un épisode de Café Snake qui revenait sur le succès de Angine de poitrine puis qui disait que ça relevait d'une filiation québécoise, que ce duo-là créait leur image, tout ce qu'ils mettaient en scène, c'était très québécois. Je vais mettre le carrousel Instagram dans les notes de l'épisode là, parce que c'est vraiment un petit essai intellectuel, mais publié sous la forme de slide Instagram. Puis lui disait que basically, ça avait des rapports similaires. Tu sais, ça faisait penser à des bandes québécois qui avaient existé, comme les Georges Léningrad, Duchesse 16, mais aussi que ça reprenait des tropes de l'art visuel québécois des années 60, 70, de Gauvreau. Tu sais, j'en avais parlé de son langage exploréen, langage avec des mots inventés. Donc, des poètes comme ça, fameux, le refus global. Puis que ça s'inscrivait dans la filiation du modernisme artistique qui était au Québec
Québec qui est devenu comme une volonté de s'excentrer de l'humain. Donc, produire un environnement où on n'était plus sûr de l'identité, tu sais, comme quand ils étaient à Tout le monde en parle, ils faisaient des petits bruits, ils parlaient pas avec des mots, ils disent pas leur nom. Au Québec, ça s'était développé, ce courant-là, modernisme, cette volonté de s'excentrer de l'humain, en réaction justement à une identité collective, un écœurement de certains artistes pour l'identitaire, le Québécois identitaire, le nationalisme identitaire. Puis quand le nationalisme identitaire, à chaque fois qu'il frappe un mur, finalement, le mur de la violence, de l'exclusion, du suprémacisme, puis ça s'est développé en réponse à ça. Puis tu sais, c'est encore très présent aujourd'hui, là, genre juste la semaine passée, là, ça faisait les nouvelles, cette histoire d'hommes cagoulés à Shawinigan qui ont brandi une pancarte qui disait « Je me souviens d'un Québec blanc ». Tu sais, ça aussi, ça fait partie de la culture québécoise. Peut-être l'inclure dans ta toune. Ouais, mais attends, ça fait partie de la culture européenne blanche. Il y a une tendance bien plus large que les peuples caucasiens blancs sont en pente descendante dans leur renouvellement démographique. C'est juste, ça fait partie de la blanchitude, de sentir qu'on disparaît. Mais les Québécois, c'est quand même c'est pas de quoi différent de qu'est-ce qui se passe. Ben non, parce que eux se considèrent eux-mêmes comme des colonisés. Ben, il y a eu littéralement la conquête. Ben, c'est des colons à la base. Ouais, for sure. Mais il y a eu la conquête. Ensuite, il y a eu un rapport de classe. Ça a été une classe inférieure. Ils ont été divisés. On en a parlé souvent à Café Snake. Dans le psyche, il y a de quoi différent. Les WASP américains ont pas le même rapport au pouvoir qu'un Québécois, même que son père est dans le Québec King puis il a hérité d'une grosse business. Il se voit différemment qu'un fucking protestant du Exact, c'est pour ça Rhode que Island. j'insiste sur le fait que ça fait partie de la culture québécoise. C'est idiosyncratique. Lui, il dit que cette idée, Mathieu Arsenault, ça serait dans la musique, dans le modernisme, dans la tradition moderniste québécoise, ce désir de trouver un autre, un tout autre, qui ne serait même plus humain, tu sais, pour échapper finalement à la question identitaire. Je sais pas là, si c'est réellement ça qu'on pourrait dire qui est québécois, ou alors est-ce que c'est du côté de la langue, une langue qui est de plus en plus métissée. Tu sais, je suis tombée sur une publication de Kinji récemment qui parlait justement du franglais, puis il était comme, il n'y a pas plus québécois que le franglais. Après ça, toi, tu dis que peut-être faudrait trouver un autre nom pour cette langue-là, parce qu'il y a aussi des emprunts au créole, à l'arabe. C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle, ça varie entre chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Dis-moi, c'est quoi ton lexique? Assis-toi pendant que je t'explique. C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle. Charlotte Cyrano de Montréal. OK, fait que, ouais, c'était intéressant. Merci de nous avoir lancé cette question. Après, je suis pas sûre si on y a répondu, Mais ouais, en fait, ça va être le dubstep. C'est ça qui va take over. Donc, c'était un épisode des lignes ouvertes de Café Snake. Bon été! Merci de nous écouter, de nous soutenir. On est vraiment privilégiés. Je vais vous revenir avec la formule hybride de Café Snake qu'on va vous présenter en temps et lieu. Exactement. Merci à tout le monde d'écouter, puis j'espère que vous passez un très bel été. Merci beaucoup. La musique d'intro et de outro. Aslo. A-Z-L-O.